sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Bonsoir aux personnes qui nous ont rejoints et qui vont écouter donc la rencontre de ce soir qui célèbre les 150 ans de la Commune de Paris avec le travail du collectif Krasna. Alors avant de passer la parole à Laurent et Sixtine, simplement de rappeler qu'à l'UPJB, nous organisons des visioconférences les vendredis soirs et nous avons une série de visioconférences qui vont avoir lieu courant mai et juin, et que je vous invite à aller voir notre site upjb.be pour regarder un petit peu le programme. Et notamment vendredi prochain, donc une conférence de Jean Vogel, Rosa Luxembourg, une subjectivité féminine révolutionnaire. Alors, pour ce qui est de ce soir, vous avez la possibilité de poser des questions. Vous avez au bas de votre écran Q&R et vous pouvez, au cours de la discussion, au cours de la présentation, à tout moment, écrire votre question. Et à un certain moment de pause ou quand ce sera terminé, je pourrai lire les questions. On pourra prolonger un peu les échanges avec vos questions. Voilà, donc je passe la parole à Laurent. Merci. J'espère que le problème que nous avions est résolu. Vous m'entendez? Oui. Ah, d'accord, c'est parfait. Alors, avant de poser les premières questions à Sixtine Dedewal, que nous remercions beaucoup d'avoir accepté cette invitation, je voudrais dire que l'activité de ce soir s'inscrit dans un ensemble d'activités et avec notamment l'exposition du groupe Krasny que vous pouvez voir. Donc, vous pouvez voir cette exposition à deux endroits en ce moment en Belgique. D'une part, on peut la voir en plein air à l'ULB, et ça va être jusqu'au 16 mai. Et d'autre part, on peut la voir à Herstal, à l'espace Marex, et cette exposition à Herstal se poursuit jusqu'au 20 mai. Donc, je vous recommande évidemment chaudement d'aller voir aussi l'exposition après avoir entendu la conférence. Et il y a un colloque en ligne organisé par l'Institut Marcel Liebman. Alors, 3 sessions de ce colloque en ligne ont déjà eu lieu et vous pouvez les revoir ou les voir si vous ne les avez pas vues sur la page Facebook de l'Institut Marcel Liebman. Mais il y a encore une session qui aura lieu demain après-midi à partir de 17h. Et au cours de cette session, on traitera de Rosa Luxembourg et la Commune de Paris. Donc, on est vraiment, je dirais, entre la conférence de ce soir et celle de la semaine prochaine, et de ce que la Commune peut dire à un militant du XXIe siècle. Donc ça a lieu, c'est un colloque en ligne organisé par l'Institut Marcel Liebman en collaboration avec le Centre de sociologie et histoire des gauches en Belgique. Et je veux aussi vous rappeler que depuis le début du Covid, nous n'avons malheureusement pas pu organiser des activités en salle, mais vous pouvez voir et revoir l'ensemble des activités que nous avons organisées en ligne sur la page YouTube de l'UPJB. Alors, l'exposition Vive la Commune, c'est le travail d'un collectif. Donc, Sixtine est une des 4 personnes qui font partie de ce collectif. Et justement, peut-être que ce serait intéressant d'abord de savoir ce qu'est ce collectif Krasny qui est derrière cette exposition. Alors, voilà, bonjour à toutes et à tous et merci d'être là ce soir et merci pour l'invitation de venir parler de l'exposition et de la commune ici. C'est vraiment très chouette d'être là. Du coup, le collectif qui est derrière ça, c'est le collectif Krasny. C'est un collectif, alors on a fait ce travail-là dans ce cadre-là, mais moi par exemple, je venais d'intégrer le collectif, je viens d'intégrer le collectif maintenant. Donc en fait, c'est un collectif qui est fondé en janvier 2011 et qui est passionné de l'image et de l'histoire sociale. Et son objectif, c'est de documenter les luttes sociales en Belgique par l'image photographique, donc par la photo, et d'autres moyens d'expression artistique. Et donc dans la pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire être présent aux côtés de ceux et celles qui luttent et tenter de faire connaître la lutte de ces personnes opprimées, de leur donner une voix, une présence et de garder une trace de tout ce qui se passe en fait.
Il y a une première rétrospective en 2015 où ils ont présenté plus ou moins 50 travaux, ça s'appelait Tension. Et c'était assez intéressant de se rendre compte, en fait, quand on mettait les images à côté, qu'il y avait énormément de luttes en fait, qui se passaient dans la société, mais surtout qu'on ne pouvait pas compter sur les médias traditionnels pour mettre en valeur ces luttes, les luttes sociales, qu'elles soient actuelles ou à venir. Et donc, on a besoin de nos propres instruments pour ça, et Krasny en est un. Et donc, en fait, en parallèle à ça, donc, à documenter des luttes actuelles, on a lancé le concept, et c'est là où je suis rentrée, le concept de Never Forget, qui avait d'abord en fait été tenté autour de l'histoire des Black Panthers, le Black Panthers Party qui a eu 50 ans en 2016. Ça, je vais vous montrer une petite photo. Je vais partager mon écran. Donc, elle a été faite sur le même concept que l'histoire de la commune. Attendez, hein. Que l'expo de la commune qui est visible pour le moment, c'est-à-dire c'est un concept de prendre des photos, désolée, je m'en sors pas là, de prendre des photos de lieux où se sont passés des moments importants d'une histoire sociale. Et donc, des photos actuelles, évidemment, où du coup, le lieu a été transformé, parce que modernisé, parce que plein de raisons. Et puis, en fait, des dessinateurs travaillent dessus et dessinent ce qui s'est passé à l'époque. Donc ici, là, ça c'est le livre. Donc, désolé, c'est pas hyper bien présenté, mais ce sera mieux pour la commune. Donc ici, on voit voilà, une rue, et puis c'est un lieu où quelqu'un du Black Panthers a été tué par la police. On voit une image de Martin Luther King pour dire voilà, en quelque sorte, I have a dream, on n'est pas vraiment dedans, on est plutôt dans l'exécution des Afro-Américains. Et donc voilà, donc en gros, ils ont lancé ça. Moi, j'étais pas là à l'époque, c'est Karim Brixi Nigassa qui a fait les photos. Donc, il a été dans les rues d'Oakland pour faire les photos. Et Manus Cordia qui a dessiné. Et alors, donc elle a été faite en 2016, mais pour le moment, on ne peut pas la voir parce qu'elle est exposée dans un bar, mais le bar va réouvrir, c'est à Mons, ça s'appelle La Vie est belge. Et donc voilà, le but, c'est vraiment, vous voyez, par ce travail, de faire connaître, en fait, des moments importants de notre histoire sociale, de se la réapproprier en faisant des recherches historiques, géographiques, et puis de photographier ces lieux et de recomposer les événements à l'aide de dessinateurs. Donc voilà, ça c'est un peu le travail. Et alors pour l'expo Vive la Commune, donc comme le disait Laurent, effectivement on est à l'ULB pour le moment. Alors en fait on a eu un petit problème avec le Covid, donc on n'est pas encore à l'espace Marex, mais on va être à l'espace Marex à Herstal pendant le mois de juin, donc les dates sont encore à confirmer. On sera au DK aussi à Saint-Gilles du 18 au 27 juin, et là il va y avoir plein d'activités, plein de conférences, des gens qui viennent de France, des pièces de théâtre, des chorales, des banquets. Donc on comptait faire ça pendant la dernière semaine de la commune en mai, mais les mesures sanitaires obligent. Donc voilà, donc ça, n'hésitez pas à suivre la page du collectif Krasny. Et puis alors, le projet à venir du collectif Krasny, c'est de continuer à documenter ces luttes sociales, de continuer la série Never Forget. On a plein d'histoires sur le feu, de différentes luttes en Belgique, ailleurs. Il va y avoir par rapport à Octobre 61. Là, ils viennent de sortir le dernier Alter Echo qui vient de sortir, retrace les 30 ans des émeutes de forêt. Et à travers le même concept, donc de photos, et puis Manu et Thibaut, qui est le dessinateur pour la commune aussi, ont dessiné dessus. Et voilà, et puis il y a aussi une dernière expo, et je finis là-dessus, qui s'appelle Don't Shoot, qui est une expo qui illustre et qui dénonce en images la répression de la liberté d'expression et la criminalisation des mouvements sociaux, des migrants, des citoyens, des journalistes, etc. Là, elle est à la Cité Miroir du 19 juin au 8 septembre. Alors, la chanson qu'on a entendue juste avant le début de la conférence, La commune n'est pas morte, elle a été écrite peu après la commune, et après des générations et des générations de personnes qui ont lutté pour l'émancipation, contre le capitalisme, se sont référées à la commune. On continue à se référer aux idées de la commune, pas de façon passéiste, mais avec l'idée que dans les luttes actuelles, elles pouvaient sous une certaine forme revivre tout en étant transformées. Alors, pour vous, finalement, pourquoi est-ce que la commune de Paris vous parle? Oui. Alors nous, c'est vraiment un moment super important de l'histoire sociale. C'est un moment où les travailleurs et les travailleuses ont pris le pouvoir, ils sont auto-organisés, ils ont voulu améliorer leurs conditions de vie, leurs conditions de travail. Ils ont réinventé la démocratie, l'éducation, la culture pendant 72 jours. Ils ont vraiment réinventé en fait tout un nouveau monde, et ils ont surtout résisté tant bien que mal à la répression.
Donc c'est un événement qu'on connaît peu aussi. Quand on se balade dans Paris, il n'y a pas beaucoup de traces de ça. Les seules traces vraiment officielles, c'est des traces qui commémorent les otages exécutés par les communards, sachant qu'il y en a eu, il y en a eu, mais il y en a eu très peu comparé aux 30 000 morts, 20 à 30 000 morts de la répression. Et donc voilà, donc notre but en fait c'était de rendre hommage à ces communards et communardes qui ont rêvé et qui ont vécu ce monde plus égalitaire et plus solidaire pendant quelques semaines, et puis mettre la lumière sur leurs actions, leurs idéaux, et que ça nous inspire toujours aujourd'hui. Et donc en fait il y a plein d'événements évidemment pour la Commune de Paris qui ont lieu en France pour les 150 ans. Et donc nous, on s'est dit qu'en fait, c'était aussi notre devoir de faire ce travail de mémoire en Belgique, notamment parce que beaucoup d'exilés communards en fait, sont venus en Belgique, aussi en Angleterre et en Suisse, mais notamment en Belgique. Et c'est aussi à l'occasion des 15 ans de l'anniversaire de la Commune, donc de la commémoration de la Commune à Liège, que s'est déclenché les grandes ouvrières de 1886. Donc voilà, une petite partie de l'expo d'ailleurs qui est là-dessus. Quand je présenterai les images, je pourrais les montrer. Donc nous, notre but, c'est vraiment de retracer, de préserver cette histoire en retraçant l'histoire, on retrace les événements précurseurs, on retrace les retombées, on retrace toute la commune. Et donc, on a vraiment fait ces recherches historiques et géographiques dans tout Paris. On a été aussi en Bretagne et à Bruxelles pour les événements à Bruxelles, et retrouver les lieux où s'étaient passés ces événements importants de la commune. Donc, il y a le photographe de l'expo, j'ai dit Karim Brixinigassa, qui a pris les photos de ces lieux qui étaient importants. Et puis ensuite, Manus Cordia et Thibaut Dramet, qui sont les dessinateurs, ont vraiment tenté de reconstituer au mieux qu'est-ce qui s'est passé là exactement. D'ailleurs, la commune, soit dit en passant, est un des premiers événements révolutionnaires qui a été documenté en photo, mais il y a quand même très peu de photos, parce qu'à l'époque, ce n'était pas la même technique. Et donc voilà, et moi j'ai rédigé des explications politiques et sociales. D'ailleurs, il y avait une question là-dessus, je réponds. C'est pas une question là-dessus, mais les bâches à l'ULB c'est les mêmes photos, donc l'exposition est complète là-bas, mais les explications sont un peu moins denses que ce qu'elles sont dans l'expo complète qui était au Point Culture avant et qui va être à Herstal aussi. Donc voilà, on a dit un peu coupé. Mais par contre, le livre qui est en vente au Point Culture de l'expo a tous les textes complets. Et donc voilà, donc du coup, juste pour dire, le but c'est vraiment de refaire redécouvrir cette histoire qui est vraiment méconnue. Qui l'a appris à l'école, je ne sais pas. En tout cas en Belgique certainement pas, en France c'est pas toujours le cas non plus. Et donc voilà, de redécouvrir cet épisode qui est super important dans l'histoire ouvrière et sociale de nos régions. Et puis surtout, on espère que ça va inspirer celles et ceux qui luttent au quotidien, et que ça va donner envie aux gens de lutter. Alors, tu parles justement des traces de la commune et du fait que finalement, il n'y a plus tellement de traces visibles de la commune quand on se promène dans les rues de Paris. Et en même temps, il y a finalement beaucoup de traces invisibles. Et votre travail, en quelque sorte, c'était de donner une visibilité à ces traces invisibles, puisque vous avez fait un travail hybride en partant de la photo. Et effectivement, la majorité des photos que vous avez utilisées, si on les voit, on se dit, qu'est-ce que ça a à voir avec la commune? Et le dessin redonne une vie à ces lieux tels qu'ils sont aujourd'hui et explique justement en quoi ces lieux sont liés à la commune. Donc, est-ce que tu pourrais plus expliquer quel était le processus de travail que vous avez suivi? Et d'ailleurs aussi, je crois que c'est important de dire que le livre fait partie intégrante de ce travail, et il est très didactique. Il explique, je trouve, de façon très claire ce qui s'est passé et quels ont été les enjeux de cette lutte. Mais donc on a beaucoup lu. on a vraiment parcouru plein de livres pour commencer à se faire une compréhension de cet événement qui est vraiment pas facile à comprendre. Voilà, moi je connaissais un peu vite fait la Commune de Paris avant. Je sais qu'il y avait un truc avec les canons, qu'on prenait les canons et que la population s'est révoltée à ce moment-là. Mais il y a plein d'enjeux avec la guerre franco-prussienne, qui est le contexte dans lequel ça se fait. Et donc voilà, donc on a vraiment essayé en fait de prendre les événements marquants. Alors au début, on en avait 70. Et on s'est dit, c'est un peu trop quand même. Du coup, on a rabaissé, on est arrivé à 43. 43 événements qui permettent de retracer la commune du début. Donc, on a commencé à la proclamation de la République le 4 septembre 1870. Donc, sachant que la commune a commencé le 18 mars 1871. Donc, 18 mars et puis le 4 septembre juste avant. Où c'était la proclamation de la Troisième République face à la déchéance du Second Empire qui a été proclamée en même temps, et à Napoléon III qui s'est fait faire prisonnier par les Prussiens. Et donc voilà, donc on retrace un peu tout ce contexte-là, on explique aussi le siège qui a été vraiment assez dur pour les Parisiens. Et puis quand on rentre dans la commune, là c'était vraiment
Alors, c'était pas évident de trouver les lieux parce que parfois, soit ils ont changé. En quelque sorte, on avait une adresse à un moment pour la prison de Mazas. Bon, on arrive, en fait, au final, c'est entre deux maisons. Mais bon, voilà, la prison n'existe visiblement plus. Donc, il fallait un peu s'adapter, il fallait un petit peu s'adapter à ça. Mais il y avait quand même enfin, voilà, donc c'était un travail de recherche. Mais comme la commune est quand même un événement historique qui est bien documenté, on a eu accès relativement facilement. Alors, oui, il y a des noms, il y a des rues qui ont changé de nom, la place du Château d'Eau, par exemple, c'est maintenant la place de la République, etc. Mais c'est aussi relativement bien documenté. Donc voilà, donc on a sélectionné ça et puis on s'est fait plusieurs voyages à Paris, et puis à Brest aussi, on a quelques photos en Bretagne. Voilà, pour retracer ça et voilà, c'est assez intéressant de se dire ok, ils sont passés de là à là à ce moment-là dans les quartiers. Enfin, on revivait vraiment, on revivait pas, mais je veux dire, on était on était plus dans l'ambiance en se disant, OK, là, c'est ça qui s'est passé. On essayait d'imaginer exactement comment ça s'est passé. Puis voir après le travail des dessinateurs, on leur donnait des petits éléments, des éléments graphiques, par exemple, ou des photos, des gravures de personnes qui étaient importantes, ou parfois même des photos de barricades pour qu'ils s'inspirent. Mais c'était passionnant de voir comment eux interprétaient ça aussi. Et ça, c'était une découverte à chaque fois. On recevait une photo, on était là, OK, trop bien. Donc, c'était vraiment très gai comme découverte. Ben voilà, peut-être que tu peux justement parler du concept de l'exposition, à qui elle s'adresse, et montrer des exemples concrets de ce que vous avez fait. Oui, alors du coup, je vais, attendez, hein, je vais de nouveau mal faire. Je vais montrer 4 photos que j'ai sélectionnées, qui retracent bien l'histoire de la commune pour celles et ceux qui connaissent vraiment bien ou même qui ont pu rappeler tout simplement. Alors ici, on a une photo de la proclamation de la commune. Donc du coup, je disais, donc la commune, ça a commencé le 18 mars. Donc le 18 mars, il y a Adolphe Thiers, qui était le chef de l'exécutif à l'époque, qui veut reprendre les canons de la population parisienne. Et la population parisienne qui a déjà reçu plein d'humiliations. Il y a eu la capitulation face aux Prussiens, il y a eu le solde qui a été coupé de la guerre nationale, donc il y a déjà eu plein d'humiliations. Et là, en quelque sorte, c'est l'humiliation de trop. Ils ne vont pas se laisser faire. Donc quand Thiers tente de récupérer les canons, le peuple se lève des barricades, et Thiers et le gouvernement fuient à Versailles, rejoindre l'Assemblée nationale. Et donc, le soir de l'insurrection, il y a le comité central de la garde nationale. En fait, c'est le peuple qui est en armes. En fait, à l'époque, il y avait 330 000 personnes dans la garde nationale et environ 2 millions de personnes dans Paris. Donc, c'était la seule manière de survivre, notamment pendant le siège. Donc, le comité central de la garde nationale se retrouve à l'hôtel de ville et décide, en fait, avec le pouvoir qu'il a là, vu que l'administration et le gouvernement est parti de Paris, d'organiser des élections qui auront eu lieu le 26 mars. Et le 28 mars, c'est cette photo-là, c'est la proclamation de la commune. Alors, il y a un extrait vraiment très intéressant de Guillemin, Henri Guillemin, qui a fait 6h30 sur la commune, qui sont passionnantes d'ailleurs, ça faisait aussi partie de notre travail de recherche, où il raconte en fait l'ambiance de cet événement. Et c'était vraiment, il y avait 200 000 personnes sur la place de l'hôtel de ville, il y avait les gardes nationaux qui défilaient avec des lilas dans les fusils, les élus étaient avec une ceinture rouge. Enfin, c'était vraiment, il y avait des drapeaux rouges partout, ça criait vive la commune. C'était vraiment un grand moment de liesse populaire. Et donc ces élections, c'est vraiment la rupture entre Paris et Versailles. Et on a un taux de participation assez important, d'une personne sur deux, ce qui est un peu plus même que les précédentes élections, mais surtout qui est énorme vu que beaucoup de gens sont partis de Paris ou ont eu des consignes de Thiers de ne pas aller voter. Et on voit surtout ça assez élevé dans les quartiers populaires. Et alors la commune, surtout, ce qui est hallucinant, c'est que c'est la première fois où des ouvriers sont au pouvoir. Alors il y a une trentaine d'ouvriers sur plus ou moins 90 élus, sans compter les démissions. Il y a une quinzaine de gardes nationaux, il y a des petits boutiquiers, des commerçants, des employés, des journalistes. Donc c'est vraiment, c'est une population qui n'est pas souvent, qui n'est pas au pouvoir tout simplement. Et donc voilà. Oui, il y a plein d'élus qui sont assez connus. Je peux citer quelques noms, comme ça vous voyez un petit peu. Et si vous avez des questions sur l'un ou l'autre, on peut en parler davantage après dans la discussion. Il y a Eugène Varlin, il y a Benoît Malon, il y a Jules Vallès, il y a Jean-Baptiste Clément, Charles de Lescluze, Édouard Vaillant. Il y a Léo Frankel aussi, qui est un Hongrois, un marxiste qui a été accueilli en quelque sorte. La commune considérait qu'à partir du moment où un étranger la servait, elle avait le droit d'avoir en quelque sorte la citoyenneté de la ville. Donc c'était déjà une conception assez importante de droit des étrangers. Donc voilà, ça c'est un peu tout pour cette photo.
J'en ai une autre que je peux vous présenter ici, c'est ça bug un peu parce que c'est des images originales, donc elles sont en très haute qualité. Ici, c'est le Club des prolétaires. Merde, mais voilà, pardon, ça a été trop vite. Ce n'est pas le Club des prolétaires que vous voyez là, c'est le Club des prolétaires que vous voyez là. C'est un club, c'est quoi? C'est une assemblée populaire. Une assemblée populaire où les gens se réunissent pour discuter, pour prendre des décisions sur des sujets politiques et sociaux. Donc on connaît souvent la commune comme une expérience de démocratie directe, et donc c'est pas spécialement le fait que, parce qu'il y avait des représentants élus, c'est pas tellement ça, c'est le fait que le peuple s'assemblait tout le temps. Et les clubs font partie de cette expérience d'assemblée constante du peuple. Donc en fait, mon chat bondit. Ce qui était important, c'était que dans ces clubs, on prenait des mesures, on allait demander aux élus d'appliquer ces mesures, et en fait, on exerçait une réelle pression populaire. La commune déclare que il y a, désolé, je le bouge. D'ailleurs, il s'appelle Varlin d'après un communard. Il n'a pas compris qu'il ne fallait pas m'interrompre. Et donc ces assemblées populaires, donc c'est vraiment des lieux où on mettait la pression sur les élus, et surtout il y avait une intervention constante du peuple dans les affaires publiques. C'était donc en fait on allait dans les églises à 17h, on congédiait le clergé et on s'assemblait, on discutait, il y avait des orateurs et des oratrices, il y avait beaucoup de femmes qui participaient. D'ailleurs dans le Club des prolétaires, lors d'une séance, il y avait 3000 femmes sur 4000 participants et participantes. Il y a des clubs qui faisaient des journaux. C'était vraiment c'était un lieu, on appelait ça les théâtres ou les salons du peuple, où le peuple faisait sa propre éducation en fait. Et surtout, ça je l'ai dit, mais donc c'était un endroit où on considérait les élus comme des simples commis révocables, donc pas du tout comme maintenant où on élit quelqu'un pour 4, 5, 6 ans et où il reste au pouvoir. Et donc cette constante assemblée du peuple, il y en avait aussi dans des comités d'arrondissement au niveau local, dans les sections de la garde nationale, dans les sections de l'Association internationale des travailleurs aussi. Donc c'était vraiment, il y avait plein de lieux de discussion, de débat, et là, en tout cas les clubs sont là, sont un de ces lieux-là. Alors ici, alors ça c'est les exécutions de communards au Jardin du Luxembourg. D'ailleurs on voit il y a une petite plaque en dessous du bras de celui qui lève du soldat qui lève son épée. C'est une plaque, une des seules plaques commémoratives qui est posée par le Sénat. En fait, la seule qui est posée par le Sénat, qui commémore cet endroit-là où en fait des communards et communards se sont fait exécuter sommairement. Donc c'était pendant la semaine sanglante. La semaine sanglante, c'était la semaine de répression de la commune, la dernière semaine de mai. Donc en fait, les Versaillais, après avoir préparé la contre-révolution, avoir reformé leur armée, sont entrés dans Paris le 21 mai et ont récupéré Paris quartier par quartier. Les communards et communards défendaient en fait principalement leur quartier, ce qui d'ailleurs a posé plusieurs questions parce qu'ils n'avaient pas de défense centralisée, donc chacun se repliait sur son quartier, voire même sa rue. Voilà, même s'il y en a qui ont opposé une grande résistance, ils se sont fait voilà, décimer. Il y a eu 20 à 30 000 morts pendant cette semaine sanglante. Et surtout, en fait, ils ne faisaient pas de prisonniers, quoi. Enfin, ils ont fait des prisonniers, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été faits prisonniers, qui ont été exécutés sur le champ par des tribunaux, voilà, c'est des tribunaux sauvages qui n'étaient pas du tout légaux, avec des jugements sommaires, et à la moindre suspicion, vous aviez de la poudre vos mains et hop, c'était une balle dans la tête. Et donc voilà, on voit vraiment qu'il y a une férocité dans la répression qui est assez importante, et on voit vraiment aussi surtout que la classe dirigeante se sent vraiment menacée par cette expérience de commune où en fait on gère les choses complètement différemment, et puis surtout ça donne voilà, pour les gens qui voient leurs camarades mourir sur des barricades, ça donne envie, ça passe l'envie de se battre, quoi. Je vais peut-être revenir après, je vais peut-être arrêter maintenant et revenir sur d'autres images après, si ça vous va. Certainement. Et alors justement, c'est quoi pour toi l'influence de la commune aujourd'hui? Autrement dit, il y a évidemment le souvenir de ce qui s'est passé, mais aussi comment on peut réactiver ce souvenir dans des luttes actuelles, et comment tu vois cela? Alors,
Donc effectivement, la commune, voilà, elle a duré pas longtemps et c'est assez hallucinant à quel point, 150 ans plus tard, tout ce qu'on fait, on fait autour. Elle a inspiré la gauche politique pendant tout le XXe siècle et elle anime encore aujourd'hui beaucoup, beaucoup de mouvements qui aspirent à la démocratie radicale, à l'auto-organisation des travailleurs et travailleuses. Et donc on voit en fait que chaque année, depuis 1880, il y a une commémoration au mur des Fédérés. Donc c'est un mur où 147 personnes ont été fusillées au cimetière du Père-Lachaise. Donc pendant à la fin de la semaine sanglante. Et chaque année, le mouvement ouvrier vient commémorer celles et ceux qui sont morts et qui ont été exécutés. Et d'ailleurs, cette année, il y a une montée au mur aussi pour les 150 ans. Je pense qu'il y a un problème d'accès au cimetière pour le moment d'un point de vue qui est dénié par les autorités. Donc c'est vraiment un moment où chaque année, le mouvement ouvrier vient. Et en 1936, quand il y avait les grandes grèves en France, il y a eu un défilé de 600 000 personnes qui a duré 9 heures. Donc, on voit vraiment que c'est un lieu de commémoration assez important. Et donc, voilà, il y a plusieurs raisons. C'est aussi dans le contexte de l'époque, voilà, c'est la seule expérience où le peuple s'est vraiment mis en action, où les travailleurs et travailleuses ont été au pouvoir, ont pris leur sort en main et ils ont expérimenté des nouvelles formes de gérer la société. Ils ont adopté des mesures sociales radicales, qui traduisaient une volonté politique d'améliorer les conditions de vie, les conditions de travail, alors que c'était un contexte où personne n'adoptait ces mesures et c'était un pas social énorme à l'époque et il a fallu attendre des décennies et des décennies pour que ces mesures-là soient adoptées et certaines d'entre elles ne le sont même pas. Et puis surtout, il y avait une dynamique démocratique qui était bien plus importante que celle qu'on a ici, même si c'était quand même des représentants. Voilà, ça inspire d'un point de vue démocratique de se dire le peuple est constamment rassemblé et intervient dans les affaires publiques. Et donc voilà, on peut retrouver son héritage dans beaucoup de mouvements. Moi ici, je vais juste parler des résonances qu'on peut faire avec le mouvement des Gilets jaunes, notamment parce que c'est celui que j'ai eu la chance d'étudier pour ma thèse. Et donc dans le mouvement des Gilets jaunes à Commercy, qui est une petite ville rurale du nord-est de la France, en Meuse, et qui est assez connue parce que dès les premiers jours du mouvement, ils sont organisés en assemblée populaire, ayant démocratie directe, ils ont fait un appel où ils appelaient, je vais revenir sur l'appel, mais en tout cas, ils sont inspirés des principes du communalisme. Le communalisme qui est une théorie qui a été sur base de ces expériences d'auto-organisation, qui a été, on va dire, théorisée par Murray Bookchin, qui est un penseur américain. Et c'est une théorie qui provient de la Commune de Paris. Donc, le communalisme est issu de la Commune de Paris et qui prescrit que le pouvoir s'exerce en assemblée populaire au niveau de la commune et de s'organiser en confédération avec des délégués qui auraient un mandat impératif et révocable, c'est-à-dire un mandat dans lequel l'assemblée populaire donne aux délégués des instructions qu'il doit défendre et si il ne les défend pas correctement, il peut être révoqué. Bref, c'est ces principes-là qui les animaient, donc on peut voir qu'il y a quand même une filiation avec la commune. Et en fait, dans leur cabane, ils n'avaient pas de chef, ils n'avaient pas de représentants, et ils avaient des assemblées quotidiennes. Donc là, je parle des Gilets jaunes de Commercy. Ils avaient des assemblées quotidiennes pour débattre et prendre des décisions collectivement, mais sur tous les sujets. Et donc, ça ressemblait fort aux assemblées de quartier qu'on peut avoir, ou au club révolutionnaire de la commune, où le peuple est constamment assemblé, où il y a une ouverture de toutes et tous à l'assemblée. Donc, dans les clubs communards, tout le monde était bienvenu, sauf les anticommunards, bien sûr. Puis c'est une réunion de voisins, de voisines pour débattre et décider de sujets politiques importants. Et aussi, on voyait surtout la politique comme une activité qui était déprofessionnalisée, une critique aussi de la politique représentative. Donc, la politique, c'était quoi? C'était pas une profession. En tout cas, dans leur conception, la politique n'est pas une profession, mais c'est l'activité quotidienne de toutes et tous. Et donc, les principes aussi donc, de mandat impératif révocable qui sont similaires à ceux qui étaient pratiqués pendant la Commune et ceux qui étaient réclamés pendant la Commune, parce qu'il y a eu, on disait en tout cas que les élus étaient révocables, mais il n'y a pas eu d'instance de révocation d'élus. On disait qu'il y avait un mandat impératif, mais il n'y a eu que quelques instances de mandat impératif. Donc, c'était voilà, en 72 jours, ils n'ont pas eu le temps d'énormément expérimenter. En tout cas, ces idées-là d'organisation sont restées, les mandats impératifs et les irrévocables. Donc, comme je disais, les Gilets jaunes ont fait un appel, les Gilets jaunes de Commercy, donc un appel aux autres Gilets jaunes de France à s'organiser en assemblée populaire partout. Ils ont dit, je vais vous citer un petit passage qui est assez éclairant. Depuis Commercy, nous appelons donc à la création de comités populaires partout en France, fonctionnant en assemblée générale régulière, des lieux où la parole se libère, où l'on ose s'exprimer, se former, s'entraider. S'il doit avoir des délégués, c'est au niveau de chaque comité populaire local des Gilets jaunes, au plus près de la parole du peuple, avec des mandats impératifs, révocables et tournants, avec de la transparence, avec de la confiance. Et ensuite, ils ont fait un second appel pour organiser une assemblée des assemblées.
voilà, l'idée, c'était d'organiser ça sur base du principe de démocratie directe, donc de nouveau avoir des délégués avec des mandats impératifs et révocables qui viennent de leurs assemblées locales. Donc le principe, c'est les ronds-points qui décident, et l'aspiration, c'était de créer une sorte de fédération, une aspiration qui est d'ailleurs partagée par les communards et les communards. Donc il y a souvent cette idée de commune des communes pendant la Commune de Paris qui était présente, que toutes les autres communes doivent être des communes libres qui vont s'associer entre elles. Et donc voilà, cette dynamique d'assemblée des assemblées, elle a duré jusqu'à la veille de la crise sanitaire. Et alors, à Commercy, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont décidé d'aller plus loin. Ils ont décidé de s'emparer de leur propre commune et de faire de leur commune le lieu où le pouvoir est exercé par le peuple. C'est-à-dire qu'ils voulaient présenter des élus qui, s'ils étaient élus, ils ou elles, étaient élus, on va dire, rendaient présente, appliquer les décisions que l'Assemblée populaire prenait. Donc ça, c'était leur programme. En fait, leur seul et unique programme, c'était de donner le pouvoir à l'Assemblée populaire. Alors, malheureusement, ils n'ont pas gagné les élections. À 4 voix près, ils ne sont pas passés au second tour. Donc, ce n'est pas très loin pour une nouvelle liste. Et puis, le Covid a joué aussi. Mais donc, voilà, donc on voit que ces idées de s'approprier la commune comme lieu d'autogouvernement et de fonctionner en démocratie directe sont encore présentes, sont encore très présentes, en fait, aujourd'hui. Donc, voilà, ça, c'est un exemple. Maintenant, ça a inspiré d'autres luttes quand on voit, d'autres luttes ou d'autres révolutions même. Quand on voit les révolutionnaires russes, ils sont énormément inspirés aussi de la commune. Alors, il y a toujours ce mythe de Lénine a dansé dans la neige quand ils sont arrivés à 73 jours de la révolution russe, parce que c'était un jour de plus que la commune. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très, très vivant dans tous les mouvements, parce que voilà, c'est le seul moment où, enfin le seul moment en tout cas de l'époque, où des gens ont pu prendre le pouvoir et exercer le pouvoir différemment qu'ils l'étaient normalement. Alors, il y a quelques panneaux dans l'exposition qui parlent directement de la Belgique. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu une répression atroce qui était vraiment à la mesure de la panique qui s'était emparée de la bourgeoisie. Après la semaine sanglante, il y a eu de très nombreux procès. Et heureusement, un certain nombre de militants ont pu se sauver en choisissant l'exil. Et forcément, pour des raisons géographiques, l'exil, une des destinations en tout cas principales de l'exil, c'était la Belgique. Et donc, dans l'exposition, il y a plusieurs panneaux qui illustrent cette influence directe alors de militants communards qui sont entrés en contact avec des ouvriers en Belgique et ont contribué à la construction du mouvement ouvrier belge. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Oui, alors, donc il y a eu effectivement beaucoup d'exilés communards en Belgique. Il y en avait quelques-uns qui sont passés par Liège. Par contre, je suis moins sûre que, donc pour l'anniversaire de Liège, je vais montrer une photo. Je suis moins sûre que ce soit eux qui étaient à l'initiative. En fait, c'est un groupe anarchiste à Liège, mais je pense que eux, c'était en référence à la commune. Donc sûrement qu'ils ont dû rencontrer des communards. Mais j'avoue qu'à ce niveau-là, il faudrait demander à Julien Dohet, qui est spécialiste des insurrections ouvrières à Liège. Voilà, je connais le contexte, etc. Mais ça, je peux un peu moins parler de ça. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous montrer et vous commenter la photo. La photo, on a deux photos en fait qui parlent de ces insurrections ouvrières. Donc le contexte, c'est alors partagez, voilà. Le contexte, c'est les 15 ans de la commune. Et là, il y a un groupe anarchiste à Liège qui décide, qui fait une affiche qui appelle à un grand meeting public pour célébrer les 15 ans de la commune. Donc on voit, donc sûrement en fait il devait y avoir l'influence de certains communards derrière, mais de nouveau je pourrais pas dire parfaitement laquelle c'était. Mais en tout cas, la commune exerce toujours, exerce à l'époque une traction assez importante sur le mouvement ouvrier. Et donc, ils appellent à ce meeting public au Café National à la place Delcourt. Et alors, contre toute attente, en fait, ils ne s'attendaient pas à avoir beaucoup de gens, il y a des milliers de travailleurs et de travailleuses qui débarquent. Alors, il y a une manifestation avant, une manifestation après. Il y a une partie de la manifestation qui va dans les quartiers bourgeois, l'autre partie va dans les quartiers populaires. Ceux et celles qui vont dans les quartiers bourgeois, il y a quelques pillages qui vont se passer. Et en fait, le lendemain, on voit que l'insurrection s'étend et que la Wallonie est paralysée par plusieurs grèves, notamment à Seraing, à Herstal. Et en fait, le 27 mars, donc 9 jours plus tard, pardon, il y a des milliers de réservistes qui sont appelés dans la région de Charleroi, donc ça a été jusqu'à Charleroi.
c'est très pression de ces grandes grèves ouvrières. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, on avait baissé les salaires. Donc, c'était vraiment, il y a une colère sociale assez importante qui montait. On appelle des réservistes on appelle des réservistes pour les mater en quelque sorte. Et là, il y a 500 grévistes dans le petit village de Roux qui manifestent, qui ont des drapeaux rouges aussi. Comme pendant la Commune. Et ils se font tirer dessus. Il y aura 14 morts. C'est le massacre de Roux. Voilà, c'est pas aussi sanglant que la Commune, mais c'est suffisamment sanglant que pour qu'il faille s'en rappeler que des ouvriers se sont fait tuer pendant une grève. Et donc voilà. Puis après, le mouvement s'essouffle. Mais ça va mener aux premières grandes lois sociales des insurrections ouvrières de 1886. Donc voilà. Donc c'est assez intéressant de voir qu'effectivement, il y a un lien avec en tout cas que la Commune a lancé la petite étincelle qui a mené à ces grandes grèves ouvrières. Alors, est-ce qu'il y aurait moyen sans te demander de révéler des secrets, mais que tu nous dises, voilà, c'est quoi les prochains projets de Krasny? Qu'est-ce que vous avez en chantier? Alors, du coup, donc là, comme je disais, il y avait les émeutes de forêt qui viennent de sortir. Il va y avoir quelque chose sur octobre 61, donc à Paris, la répression des Algériens et des Algériennes, donc qui ont été tués par la police parisienne, dont beaucoup j'étais dans la Seine. Donc ça, c'est pour les quelques 60 ans. On a déjà fait pas mal de photos. On avait été faire un tour aux États-Unis. On a fait beaucoup de photos sur le 1er mai, sur des grèves de mineurs, l'histoire de certaines figures anarchistes, d'histoire de Native Americans. Donc voilà, c'est des projets de montrer un peu ce qui se passe aux États-Unis aussi. Et puis de raconter ces histoires-là pour qu'on puisse s'en inspirer aussi ici. Et puis bon, même aux États-Unis, hein, tout le monde n'est pas du tout au courant de ça. On s'est beaucoup inspiré de Howard Zinn, qui a fait l'histoire populaire des États-Unis, qui raconte toutes ces luttes. Donc voilà, mais ça, on n'y est pas encore complètement. D'accord. Donc, nous allons passer maintenant à la discussion. Je crois que Lucie va présenter les différentes questions et interventions qui sont arrivées. Alors en fait, pour le moment, pas encore de questions et d'interventions, mais ça va peut-être venir. Moi, j'avais peut-être envie, parce que ça a été très très vite, si tu étais d'accord de revenir sur le collectif Krasny. Bon, tu as dit que ça avait démarré en 2011. Qui sont les personnes qui étaient là au départ? Comment ça s'est créé, si tu sais? Alors, en tout cas, ce que je sais, c'est que Karim Brixi-Nigassa, qui est le photographe de l'expo, et voilà, celui qui a inventé un peu ce concept de faire une photo d'un lieu avec les dessinateurs qui redessinent dessus. Enfin voilà, c'était un des créateurs du collectif. Et en fait, le collectif au début, c'était très peu de personnes. Je pense qu'ils ont lancé un blog, et puis en fait rapidement ça s'est étendu. Et puis surtout, ils sont avec plusieurs personnes ainsi dans d'autres pays. Donc, il y a des personnes qui sont basées, j'ai un doute maintenant, je ne sais plus si c'est à Toulouse ou Lyon ou Marseille, un des trois. Puis il y en a en Espagne aussi. Donc voilà, donc le but, c'est vraiment en fait, ce concept de documenter les luttes sociales et d'être là en fait presque à chaque manif ou chaque action. Voilà, c'est quelque chose qui peut évidemment être fait ailleurs. Ils sont concentrés sur Bruxelles, mais qui s'étend. Donc voilà, malheureusement, j'aurais bien aimé. Personne n'était libre ce soir. J'étais assez triste parce que j'aurais bien aimé qu'ils puissent davantage en parler. Voilà, vu que moi, je viens d'intégrer, Voilà, est-ce que Krasny s'attache à un courant idéologique ou précis ou pas spécialement? Bah, en tout cas de gauche, c'est certain. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment de montrer les luttes sociales et les luttes de celles et ceux qui sont opprimés. Donc voilà, c'est pas un courant idéologique en soi, mais non, je pense qu'il y a beaucoup de gens de différentes tendances. Il n'y a pas d'appartenance spécifique à un parti ou à un groupe ou quoi. Mais en tout cas, voilà, une volonté clairement de faire, de permettre de visibiliser les différentes luttes et de les documenter et de garder une trace, parce que voilà, c'est pas les médias traditionnels qui vont le faire. Alors, il y a une question qui est arrivée, mais n'est pas arrivée dans QR, c'est d'où vient le nom de commune?
Était-ce une façon de qualifier la ville de Paris à l'époque ou une référence à une volonté politique? C'était une volonté politique. Donc, on appelait déjà à la commune dès la République, en fait, la proclamation de la République, de la Troisième République, le 4 septembre 1870. Il y avait déjà ce terme de Vive la commune. En fait, c'était une revendication, notamment à Paris, mais ça, il y a eu d'autres communes ailleurs aussi. Donc, il y a eu des communes à Narbonne, à Lyon, à Toulouse, à Marseille, qui n'ont pas duré longtemps, qui ont duré quelques jours. Marseille, 10 jours maximum. Mais donc, il y en a eu en province aussi. Et en fait, pour Paris, c'était particulier. C'est parce que Paris n'était pas gouverné par un conseil municipal, mais était gouvernée par un préfet qui était nommé par le gouvernement. Donc, elle ne s'auto-gouvernait pas, même pour les affaires qui étaient municipales. Elle était gérée directement par le gouvernement. Donc, il y avait cette volonté. C'est vraiment, voilà, c'était la municipalité de Paris, mais c'était le terme commune dénote l'autogouvernement de la ville, de pouvoir voilà, décider pour soi-même. Mais pour eux, en fait, la commune, c'est un peu le synonyme de la République sociale, en fait, la République démocratique et sociale. Donc ils ne voyaient pas ça comme mutuellement exclusif avec le fait d'avoir une république et une association de communes libres entre elles. Mais en tout cas, c'était voilà, pour dire que le pouvoir était principalement exercé à ce niveau-là. Puis surtout, ça fait référence à la commune insurrectionnelle. Maintenant, d'où vient le nom de la commune insurrectionnelle avant, ça je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin. Mais en 1792, donc voilà, l'issue de la Révolution française, les sans-culottes s'organisaient et ont créé ce double pouvoir de commune avec la commune insurrectionnelle. Et ils s'organisaient en sections aussi à ce moment-là. Donc, il y avait un vrai pouvoir au niveau de la commune. Et c'était en référence à ça, en fait, qu'ils appelaient à Vive la commune. Donc, voilà, c'était pour ressusciter ce moment aussi d'autogouvernement qui était géré par les sections de Paris. Qui criait Vive la commune déjà même avant qu'elle soit proclamée. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui lève la main, c'est possible. Il y a une question. Oui. Alors, quelle est l'origine du nom de votre groupe et quelles sont les ressources de vos projets? Merci pour votre travail. L'origine de Krasny, du coup, j'imagine. Oui, c'est ça. Oui, le nom, du coup, de nouveau, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais Krasny, ça veut dire rouge en russe. J'imagine que ça dénote quand même une certaine orientation politique. Mais les ressources du travail, il y a les membres cotisent. Donc, je pense que ça vient principalement de là. Et puis, en fait, aussi, surtout, chaque travail qui est fait, donc il y a souvent des travaux photographiques qui sont faits, qui sont commandés par certaines personnes, donc sur des luttes. Les photographes ne se font pas payer dessus, ils reversent tout pour l'association. Donc, ça lui permet d'avoir de quoi avancer. Nous, pour Vive la Commune, on a lancé un crowdfunding où on a fait des contreparties, on a fait des t-shirts, des sacs, les livres, des photos pour pouvoir se financer. Et ça a été super utile. Ça a même dépassé nos espérances. On a pu imprimer tous les tirages grâce à ça. Donc voilà, et puis s'il reste de l'argent de ce projet-là, il sera versé pour la suite et pour les prochains projets. Alors, si je peux me permettre de dire quelque chose qui fait la jonction en fait entre ce soir et l'activité qu'on aura dans 2 semaines. Tout à l'heure, tu as dit, voilà, quand on se promène dans les rues de Paris, finalement, il y a relativement peu de traces de la commune. À la limite, il y a plus de traces des quelques archevêques ou généraux qui ont été fusillés que des communards et des communardes. Et dans 2 semaines, on va inviter quelqu'un qui a fait aussi un travail hybride comme vous. Donc, elle a commencé par faire un documentaire filmé et ensuite elle a publié un livre. Elle s'appelle Ruth Silberman et c'est très original son travail. C'est un travail consacré à un immeuble. D'habitude, on parle des gens, on parle des familles, on parle de différentes communautés, mais liées par autre chose que simplement la pierre. Et donc là, elle part d'un immeuble, 209 rue Saint-Maur, et elle commence son livre en disant « Les immeubles de Paris sont un peuple vivant ». Et alors, dans son livre, il y a l'histoire, entre autres, parce que donc, la commune joue un rôle important, mais c'est un immeuble de l'époque haussmannienne, donc, qui a été construit avant la commune, vers 1850, un immeuble dans un quartier populaire. Et il y a eu évidemment des communards dans cet immeuble, et donc elle prend plus de temps pour parler du parcours de l'un d'eux, Claude Payet, et aussi pour parler de cette énorme masse de dénonciations qu'il y a eu au lendemain de la commune. Donc, il y a eu autour de 30 000 dossiers qui ont été ouverts pour des poursuites pénales, un peu plus, mais il y a eu plus de 300 000, presque 400 000 dénonciations.
Et alors, le cœur de son livre, c'est la Deuxième Guerre mondiale. C'est un immeuble qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, enfin au début de la guerre en tout cas, il y avait environ 300 habitants dans cet immeuble, donc c'est un grand immeuble. Et il y avait environ 100 juifs dans cet immeuble, et donc beaucoup, évidemment, ont été exterminés par les nazis, et une partie d'entre eux ont été dénoncés. Et donc, il y a quelque chose de très, enfin, qui unit très fort le travail que vous avez fait avec le travail qu'a fait Fritz Zilberman, c'est justement partir de quelque chose qui est invisible. Vous promenez dans les rues de Paris, vous voyez cet immeuble, il n'est pas spécial, il y a rien qui dit quelque chose de son histoire. Et elle a fait un travail de révélation, finalement, de la vie des différentes générations qui se sont succédées dans cet immeuble de Paris. Et donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose de formidable et qui entre très fort je dirais qui présente beaucoup d'affinité avec votre propre travail. Oui, c'est sûr, ça a l'air super intéressant. Je veux bien les références dans le chat, comme ça je l'enregistre. J'ai jamais entendu parler. Mais, Donc, on a une question, c'est est-ce qu'il y a des visites de groupes scolaires à l'expo? Alors, oui, je vois la question. Alors, moi, j'ai contacté plusieurs amis qui sont enseignants. J'ai contacté des anciens profs à moi. Et en fait, tous, notre expo a commencé pendant le lockdown. Donc, le 18 mars, c'était là où ils venaient de réadopter les mesures. Donc, ça n'a pas été possible. Quand j'ai demandé, ils m'ont dit 3 jours après que tu m'aies demandé, j'ai plus vu ma classe pendant un mois. Donc voilà. Donc, malheureusement, ça n'a pas été possible. Maintenant, notre but, c'est de ressortir l'expo chaque année au 18 mars. Donc, voilà, qu'à cela ne tienne, ce sera pour les 151 ans, 152 ans de la commune, mais on compte bien effectivement l'enseigner, voilà, permettre d'avoir des enseignants qui transmettent ça à leurs étudiants. Et effectivement, Francine, j'ai oublié de dire, pour l'expo en plein air, pour les bâches en particulier, je parlais en fait de l'expo qui avait été faite à Point Culture avec les images, mais pour les bâches en particulier, heureusement, il y a eu l'ULB Culture qui a donné une visite pour pouvoir imprimer ces bâches. Et alors, il y avait la question quid de l'enseignement de l'histoire ouvrière dans les écoles, mais je ne sais pas. Ça, Voilà. néant, on va dire. Enfin, moi, en tout cas, néant à l'époque, mais enfin, voilà, c'est une première porte d'approche, enfin, porte d'entrée plutôt, pardon. C'est pour ça que je trouvais ça que c'était une occasion idéale, surtout que c'est relativement accessible comme histoire. Alors, il y a quelques photos qui sont un peu plus ardues au niveau du sang, etc. Mais pour des élèves de 15-16 ans, je pense que c'est un moment super important à enseigner. Et donc voilà, le but aussi, c'est de travailler sur l'histoire sociale belge à un moment. Et donc, la Commune de Paris, ça parlera peut-être moins à des Belges, mais en tout cas, on aimerait bien faire un travail sur l'histoire sociale belge aussi. Donc on espère que ça pourrait se faire voilà, sous forme d'expo. C'est un projet sur le plus long terme, mais effectivement, c'est fondamental que ça soit enseigné dès les secondaires. Il y a déjà eu des visites d'écoles dans d'autres expos? Non, je pense pas. Peut-être pour Black Panthers, mais voilà, j'étais pas là. C'est malheureusement la limite d'être la seule présente ce soir. Désolée. J'aurais bien aimé avoir quelqu'un d'autre avec moi qui pourrait davantage en parler. Mais je vois que Francine dit que sa fille va proposer une Oui, visite de l'expo à sa prof d'histoire. super. Oui, moi j'ai fait ça à mon prof de français. Il est venu, mais il m'a dit j'ai pas pu ramener mes étudiants. Donc voilà. Alors ici, j'ai pas vraiment de questions du fait que je vous suis. Juste envie de vous remercier et vous féliciter pour votre si bel engagement. Merci. Merci. Je transmettrai ça aux autres de l'expo. Alors, en 70-71, à l'Athénée Robert Cato, au lieu du libéralisme politique et fief de formation, j'étais élève, prof de français. Et oui, pour dire quoi, les 100 ans, Denis, je n'ai pas très bien compris. Pour dire quoi? Qu'il s'est passé quelque chose à l'Athénée Robert Cato pour les 100 ans de la commune? Prof de français. Tu étais prof de français, c'est ça? Tu étais prof de français? Non, élève. Tu étais élève et le prof de français. Le prof de français, elle a d'avoir fait quelque chose. À mon avis, en 1971, ça devait être lié à la commune, j'espère. Oui, vraisemblablement. Voilà. Oui, il y a eu une grosse commémoration. Là, c'est les 140 ans aussi. Il y avait eu des gros événements. Ça va continuer.
Bon. Voilà, ben, je crois que il n'y a pas vraiment de commentaires ou de questions qui arrivent pour le moment. Un certain, voilà, voilà, il répond. Un certain Van den Bos nous a fait un cours entier sur la commune avec les journaux Le Figaro. J'avais 12 ans et l'aurore est un point de vue pro-communard. Très bien. Voilà, très bien. Et on nous dit que donc Ruth Zilberman sera avec nous le 28 mai. Hein, donc elle sera donc pour revenir en arrière à ce que le livre dont Laurent a parlé sur l'immeuble de Paris, bon, elle sera donc Ruth Zilberman qui a écrit le livre et a fait un film sera présente. Voilà, et nous rappelle aussi que le 21 mai, c'est Irene Kaufer qui vient présenter son livre d'e-book. Et voilà, ce sont les annonces de nos conférences à venir. Et donc, vendredi prochain, Jean Vogel, Rosa Luxembourg, une subjectivité féminine révolutionnaire. Ça a l'air chouette. Bon. Merci en tout cas de nous avoir permis de présenter le travail. C'est vraiment chouette. Voilà. Et merci à tout le collectif Krasny, à toi en particulier. Et donc, encore une fois, je rappelle, il y a ce livre qui est vraiment déjà un très beau travail en soi. Et donc, c'était important, je crois, que vous puissiez le lire, le diffuser autour de vous. Et donc, si vous allez à l'exposition à l'ULB, le livre est en vente aux presses universitaires de Bruxelles. Merci. Voilà. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.